peu de ce film, donc qui est adapté du livre de Clémentine Autain. Comment s'est fait la rencontre avec ce livre en fait? Est-ce que tu l'as eu au moment de la parution? Comment il est arrivé entre tes mains ce livre? Alors, ce qui est incroyable dans notre histoire avec Clémentine, quand je la regarde maintenant en arrière, sur le moment, je dois vous dire, j'ai pas réalisé tout ça, mais en fait, Clémentine, on l'a contactée bien avant qu'elle écrive ce livre, pour L'amour flou, dans lequel on écrivait le scénario avec Philippe Rebaud. Et j'avais demandé à Philippe, bon, bah toi, si tu devais refaire ta vie dans le film avec quelqu'un, ça serait qui? Il m'avait dit, ça serait Clémentine Autain. Il m'avait dit, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est de gauche, parce qu'elle est intelligente, et parce que c'est la fille de Dominique Laffin. Alors il m'avait dit ça, bah, moi j'avais dit, bah, qui ne tente rien n'a rien, on ne la connaissait pas, et on a appelé, on a réussi à joindre Clémentine, et je lui ai proposé de faire une scène dans L'amour flou. Elle jouait son propre rôle face à Philippe, dans un rendez-vous complètement manqué. Et elle était venue, elle avait accepté avec une grande audace, je trouvais, une grande simplicité. Elle était arrivée avec ses vêtements pour faire des costumes et tout ça, enfin, alors qu'on ne se connaissait pas. Ce qui est très perturbant pour moi et très troublant, c'est qu'à l'époque, je ne pouvais pas du tout imaginer qu'elle était en train d'écrire un livre qui serait une telle révélation pour moi. Donc aujourd'hui, quand je regarde les deux films, je me dis, mais elle est déjà dans notre histoire de cinéma et tout ça, alors qu'à l'époque, je ne sais pas ça. C'est un fil, c'est un peu magique. Donc, à la suite du tournage de L'amour flou, elle m'avait dit, mais j'écris, je suis... Alors, on s'était rendu compte, au travers d'une petite discussion, on n'avait pas approfondi, mais on s'était rendu compte qu'on avait perdu nos mamans au même âge, que nos enfants sont nés le 24 décembre. Enfin, on s'était rendu compte de petites choses comme ça, mais je ne pouvais pas imaginer. Et elle m'avait dit, je t'enverrai mon livre quand il sera publié. 2 ans après, je crois, j'ai reçu le livre, j'étais en tournage en Guadeloupe, je me souviens très bien. Et j'étais sur une plage et j'ai plongé dans le livre d'une manière complètement... J'étais presque choquée, en fait. Page après page, bah, comme vous avez vu dans le film, en fait, page après page, c'est comme si partout, tout le temps, je me reconnaissais dans les sensations qu'elle décrivait, même les sols, les odeurs, tous les détails. Je me reconnaissais dans son écriture aussi, qui est très claire, très limpide. Et voilà, donc j'ai eu vraiment une espèce de... comme une évidence. Moi, j'avais fini L'amour flou, la série, et je flânais comme ça à la recherche d'un sujet, mais je ne pouvais pas penser que ça me tomberait comme ça dessus. Et ça a germé tout de suite l'idée d'un film? Immédiatement, j'ai vraiment fermé le livre, et j'ai appelé mes producteurs, qui étaient les mêmes que ceux de L'amour flou, en disant, je viens de lire le livre, donc je sais que c'est mon film. Alors c'est vrai qu'on se souvient énormément de Dominique Laffin. On en parlait tout à l'heure, mais je ne sais pas, dans la salle, je pense que Dominique Laffin... Alors moi, par exemple, beaucoup moins que Philippe. Moins que Philippe. Rebaud, il a vraiment... Voilà. C'est dans toute sa culture cinématographique. Alors moi, je pense que c'est au niveau générationnel. On en parlait tout à l'heure avec Hervé, on en parlait un peu avec toi tout à l'heure, mais c'est vrai que Dominique Laffin, elle a marqué énormément le cinéma des années 70. Et moi, je me souviens de ce qui m'avait frappé quand j'étais ado, et que je regardais un film que j'avais vu à la télé, Dis-lui que je l'aime, qui est le film de Claude Miller avec Miu Miu et Gérard Depardieu. Je me souviens de cette femme particulièrement, mais de cette fragilité. Encore plus après dans le film de Jacques Doyon, qui était La femme qui pleure, qui est un film d'ailleurs, on pourra en discuter, mais c'est autre chose. Oui, c'est discutable, mais c'est un autre débat, parce que c'est un film qui reste quand même aujourd'hui difficile à voir, parce qu'il y a une certaine forme de violence, mais il faut parler de ça, parce que c'est aussi de ce rapport-là que dans le cinéma, peut-être... il y a peut-être une forme de destruction, d'autodestruction, même si c'est lié à la... Enfin, pas forcément toujours au réalisateur, enfin, il y a quelque chose qui... voilà, qui... Mais en tous les cas, on se souvient de Dominique Laffin comme quelqu'un d'ultra fragile, en même temps très lumineuse, hein. Et ce qui est quand même étrange, c'est que toi, enfin, il y a cette histoire parallèle entre ta maman qui était une femme lumineuse, une artiste, une femme qui avait envie d'une vie très libre, où
où la liberté, entre guillemets, maintenant on sait qu'elle n'était pas aussi libre que ça, mais c'est impressionnant, ça quand même. Oui, parce qu'en fait, quand je lisais le livre, alors d'abord, vraiment, je me reconnaissais dans l'enfant, je me reconnaissais beaucoup dans la femme qui est devenue Clémentine, même si on est très différentes, mais dans sa manière de se juger aussi comme mère. Mais aussi, c'est vrai, c'était de manière très instinctive. Ma mère n'était pas du tout comédienne, elle ne voulait pas être comédienne. Je crois qu'elle voulait écrire plutôt. Et aussi dans le livre, comment décrivait Clémentine sa maman, j'avais l'impression que ça pouvait être la même. En tout cas, c'est le souvenir que j'avais et c'est la mythologie que je m'étais bâtie moi autour de ma mère. C'est-à-dire, et il y a plein d'autres scènes encore dans le livre que j'ai coupées, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Le livre est merveilleux. Moi, je n'en ai pris que quelques sorties en poche, morceaux. Ouais. Donc, elle décrit beaucoup plus de sa maman, évidemment, de son parcours. Mais c'est la première fois que je lisais dans un livre le portrait d'une femme et je me disais, mais elle ressemble à l'idée que je me faisais de ma mère. Donc il y avait aussi une fusion sur les deux mamans décrites. Comment tu as travaillé avec... on voit Clémentine dans le film. Vous avez travaillé ensemble sur le scénario. Elle t'a laissé carte blanche et elle a suivi tes instructions. Je suis vraiment encore stupéfaite de ça. Parce que Clémentine, donc c'est un livre quand même sur son enfance, sur sa maman. Elle est de surcroît une femme politique, donc très exposée à ce qu'on dirait d'elle. Je ne sais pas, elle a en elle une forme de liberté où elle met les choses à leur place. Du jour où je lui ai proposé d'abord la première étape, je voulais acheter les droits du livre, elle l'a accepté immédiatement. Elle ne m'a jamais rien demandé, mais jamais, mais même pas de voir qui allait jouer sa maman. Jamais. Et ce qui m'a énormément décomplexé quelque part, parce que tu veux voir? Non, ça va. C'est très engageant d'emprunter la vie de quelqu'un et de l'adapter à l'écran. C'est très engageant. Et le fait qu'elle ait si peu de méfiance et de défiance à mon égard m'a fait quelque part me sentir... capable d'entreprendre ce chemin. Et alors, dans une première version du scénario, il n'était pas du tout question que Clémentine joue dedans, puisque moi, je voulais faire une fiction de son livre au tout départ. Ah, ok. Ah oui, vraiment. Ah ouais. Moi, je voulais plus faire d'autofiction, j'avais fait L'amour flou, et je voulais adapter le livre comme il était écrit. Donc, avec une actrice qui aurait sans doute joué Clémentine, une enfant, mais pas du tout moi, et pas du tout Clémentine. Et puis, quand la version du scénario a changé, j'ai été obligée de la rappeler pour lui dire non seulement tu m'as vendu les droits du livre, mais en fait maintenant il faut que tu joues dedans, sinon je ne peux pas faire mon film. Et elle est venue pareil. Alors c'était assez intense parce que elle irrigue tout le film, mais ça s'est fait en un temps très resserré, c'est-à-dire qu'elle est vraiment narratrice, si ce n'est la scène de la fin. Et donc ça s'est fait en 3 jours, on s'est installé dans un studio d'enregistrement et avec 2 caméras, on a filmé son visage, dont j'imaginais qu'il serait comme un guide vraiment dans le film. Et on était enfermés dans ce studio et c'était à la fois très doux, très intense, parce que 2 jours c'est court, très intense et avec des miracles et des je n'avais absolument pas envie de, comment dire, entre guillemets, la diriger, quoi. C'est-à-dire que j'ai mis tout en place, les caméras et ça, pour qu'elle se sente très libre. Et c'est pas moi qui allais lui dire comment elle allait lire. Et donc, j'étais vraiment spectatrice. Évidemment, j'avais choisi les passages et tout ça, mais il y a eu, comme on voit un peu dans le film, ça a commencé avec une certaine distance dans sa lecture que moi j'aime beaucoup parce que c'est elle aussi. Et puis il y a des moments, c'était très fort dans ce studio, quoi. Il y a des moments de cassure, des moments où on s'arrêtait pour reprendre parce que on était trop émus. Et puis voilà, donc il y a eu tout ça, mais elle s'est prêtée au film d'une manière. Moi, j'entends beaucoup l'histoire du cinéma, d'adaptation littéraire, et tout ça, c'est quand même quelque chose de... Donc, il y a des auteurs ou des autrices plus interventionnistes, plus... Je ne sais pas, elle m'a donné tellement confiance. Ça devait être un boulot énorme au niveau de l'écriture. Ça a été très, très périlleux. C'est pour ça que je suis si émue aujourd'hui. Parce que, bon, j'étais déjà émue quand L'amour flou... D'abord, je suis une très ancienne réalisatrice, hein, ça n'est que mon 2e film, mais
Donc j'étais déjà ému avec l'amour flou de réaliser un film et ça, mais ici l'enjeu et les pièges et les difficultés étaient immenses. C'est-à-dire que et d'ailleurs je n'ai réussi à faire ce film que parce que j'ai rencontré quelques partenaires, mes producteurs. L'avance sur recette, il faut le dire, c'est qui a été un des plus beaux jours de ma vie parce qu'ils ont quasiment majoritairement financé le film. Sans l'avance sur recette, j'aurais jamais fait ce film. Canal+, qui a été un petit peu ARP, mes distributeurs. Voilà. Il y a quelques personnes qui n'ont pas été effrayées par la forme, qui déjà à l'écriture montrait ce côté un peu puzzle. Mais donc on s'est aventuré dans un truc. Moi j'y croyais. Mais dans un truc, c'est vrai, un livre, quelqu'un qui lit son livre face à l'écran. Donc pour moi, j'y croyais. La confiance que j'ai dans les mots et le fait que filmer quelqu'un qui lit, c'est comme un paysage, c'est magnifique. Donc il y a des longs moments, si vous le voyez sur le point de vue d'un scénario, c'est pas un film d'action, quoi. Ça, puis tout d'un coup, les images d'archives, et puis les témoins dans le scénario, il était esquisser la parole des témoins, mais quand j'ai été les chercher, ces partenaires, ces témoins, je ne savais pas tout à fait. Voilà, donc il y avait des risques, des accidents, des photos que j'ai retrouvées pendant. Donc bon, arrivé. Et moi, je n'ai pas dit, je veux faire un film bizarre. C'était pas du tout mon but. Je voulais faire un vrai film, un film qui raconte une histoire simple finalement. Mais elle est complexe par tous les chemins qu'elle emprunte. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux, et certains m'ont donné la permission, de raconter ce film comme je le veux, c'est-à-dire si j'ai besoin de la fiction pour raconter une scène que j'ai envie de regarder à distance, j'utilise la fiction. Est-ce que j'ai le droit de parler avec des vrais gens et tout d'un coup que ce soit si frontal? Et puis est-ce que j'ai le droit, parce que j'ai pas retrouvé le truc à temps, de filmer avec mon téléphone la lettre que je trouve dans mon sac? Et puis est-ce que j'ai le droit de faire un film d'aventure en plein milieu, en scope? Et j'avais tellement de joie aussi, hein, je dois dire, c'est plus que de la joie, c'est quand j'ai eu le feu vert pour faire ce film, quand on a réussi à réunir un peu l'argent qu'il fallait, j'avais tellement conscience que c'était comme un miracle, que j'avais une joie à faire le film, et j'avais envie d'emprunter tous les chemins possibles. Alors, parmi les moments les plus émouvants qu'on peut voir à l'écran, il y a le passage avec ton papa, Richard. Dieu sait si tout le monde aime Richard Bohringer. Voilà. Moi, je voulais savoir, tu as discuté avec ton papa de ce projet de film. Comment il a ressenti un peu ce projet, lui, de son point de vue de père? Parce que, voilà, c'est son histoire aussi. Alors, c'est un peu mystérieux, je ne cache pas. En fait, il a su que j'écrivais, bien sûr, là-dessus. Assez tôt, je lui ai dit. Comme vous voyez dans le film, c'est un sujet qui a été très silencieux entre nous pendant... Alors, pas interdit, hein, pas empêché. Jamais dans des mots, mon père m'a dit je n'ai pas envie de parler de Marguerite. Jamais, c'est quelque chose qui s'est installé entre nous depuis mon enfance. C'est peut-être moi qui me suis dit très petite, on a assez de soucis comme ça, non, rajoutons pas. C'est un peu comme ça que je me suis construite. Avançons et laissons ça de côté. J'ai vraiment fait comme ça. Peut-être si je lui avais posé des questions à l'époque, il m'aurait répondu. Moi, j'ai cru que c'était bien de faire comme ça, parce que lui avait l'air quand même de devoir porter pas mal. Et voilà, et on a avancé comme ça, presque 50 ans. Enfin. Et donc, quand j'ai écrit le scénario, et donc j'ai dû lui faire lire le scénario, puisque je voulais qu'il joue dedans. Je dois avouer que ça a été... En fait, on a beau dire qu'on va mieux, qu'on a arrangé les trucs, ce qui est vrai, hein, dans un sens, mais il y a des moments dans la vie où on redevient vraiment l'enfant qu'on était. Et c'est vrai que le jour où j'ai dû faire le scénario a été un des jours les plus effrayants, je veux dire, de ma vie, parce que c'est comme si tout d'un coup je me mettais sur la table 40 ans de choses que je n'avais pas dites. D'un coup, on tournait les pages, je dis ok. Donc c'était un peu impressionnant. Et puis, pour vous dire sa réaction qui a été... je ne sais même pas comment la définir. Est-ce que c'est
c'est dans le prolongement de la pudeur, ça c'est sûr. Il m'a rappelé très vite et il a été d'un enthousiasme et d'un encouragement vraiment spectaculaire, mais sans jamais parler du fond du scénario, ce qui est très fort. C'est-à-dire qu'il m'a rappelé le lendemain en me parlant beaucoup de la forme. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais c'était beau parce que c'est comme s'il encourageait en moi plutôt la réalisatrice Oui, il a vu ça en tant que tout d'un coup de s'épancher là-dessus. Mais jamais il m'a dit oh c'est drôle, j'ai découvert ça, oh ça me touche de lire. Il était dans une chose, et moi j'étais un peu étonnée au téléphone. Je me suis dit, mais on va en venir au sujet, et non jamais. Donc je pense que c'était aussi une manière de dire son amour pour le projet, mais sans tout à fait rentrer là-dedans. Donc il me disait qu'il était impatient de voir la forme, que ça emprunterait, que ça lui faisait penser au film, comment dire, expérimentaux, c'est pas vraiment le mot, enfin comme ça un peu aventurier des années 70, on parle de Godard, enfin, et il était vraiment là-dessus, et sur l'audace, et il m'a dit, j'espère que tu vas trouver des partenaires qui vont t'aider à apporter cette singularité-là. Il était à fond, mais c'était très beau parce qu'il a été à fond tout le temps, mais sans jamais évoquer le fond. Il a vu le film là Il a vu le film très très tardivement, il y a à peu près une semaine. Ah oui. C'est un sujet très compliqué et vous avez réussi à le rendre, comment dire, enfin, de rentrer dans une histoire, d'avoir une distance et en même temps d'être emporté par l'émotion. Je voudrais rajouter un point. Depuis le début du film, j'avais quelqu'un que j'ai eu l'honneur de connaître et d'apprécier, qui s'est imposé à moi et qui était Juliette Berthaud. Oui. Que je connais sous son vrai nom et sa véritable Ah, identité, parce que je l'ai connu de manière personnelle. Ah oui, d'accord. Et je ne comprenais pas pourquoi Juliette Berthaud envahissait ma perception de notre histoire, alors qu'il n'y a pas de lien particulier. Vous avez dû être surpris, oui. Et à la fin, elle est là et vous la citez. Et donc voilà, je voulais vous dire que ça a été un élément d'émotion encore plus fort. Voilà. Oui, Donc je vous remercie pour ça et pour sa mémoire. Merci à elle. Ouais, à elle. Vous la connaissiez aussi? Non. Non. Moi, c'est vraiment... En fait, c'est un jour, quelqu'un m'a appelé et il m'a dit « Oh là là, je viens de voir ta mère dans un film sur Arte, ça s'appelle Neige. » Je savais même pas que ma mère avait joué dans un film. Donc après, j'ai découvert Neige, qui est un film magnifique en plus. Mais j'ai dû connaître Juliette Berthaud dans mon enfance, mais moi, je ne m'en souviens pas. Et oui, parce que c'était le même cercle. Ouais. Et donc, vous avez une façon de filmer qui est pas dans votre premier film, dans ce film-là. Ouais. C'est étonnant à quel point vous êtes proche de sa façon de voir le monde et de le filmer. Voilà. Je me rends pas compte, mais... Je voulais savoir alors j'ai deux questions. Savoir qui vous a influencé dans la construction du film, parce que il y a 2-3 ans sont sortis des films d'une construction un petit peu particulière. Le film de Christine Angot. Tout à fait. Et Absolument. Voilà. Et un film, je ne me souviens plus du nom de la réalisatrice qui avait fait Baby Blues. Blue Baby. Little Girl Blue. Little Girl Blue, pardon. Ouais. Mona Ayash. Et je voulais savoir si vous êtes inspiré de leur travail. Écoutez, alors Little Girl Blue, effectivement. Alors moi, quand Little Girl Blue est sorti, j'étais en train d'écrire mon scénario et j'ai eu une espèce de panique parce que c'est vrai, exactement le même sujet et les mêmes boîtes d'outils, quelque part. J'ai vu archiver ça. Donc j'étais paniquée un peu parce que vous êtes en train d'écrire un scénario, il y a un autre film qui sort, si c'est vraiment la grosse claque, bon, c'est difficile. Donc j'ai été voir le film de Little Girl Blue. J'étais un peu rassurée parce que c'est vrai que c'est le même sujet, mais je trouve le concept très différent. C'est-à-dire que c'est... Enfin voilà, moi j'étais dans un truc beaucoup plus frontal. Le Little Girl Blue, il y a un concept très... Enfin, il y a un concept vraiment. Moi, j'avais pas de concept, vraiment. Je voulais avancer très droit avec mon histoire. Non, pour vous dire, moi je suis très, parfois... Oui, c'est vrai, je suis très impactée par les films où la vie traverse la fiction. Mais je remonterai à plus haut, par exemple, certains films d'Agnès Varda, par exemple, me bouleversent, notamment un film assez méconnu d'elle qui s'appelle Le Documenteur,
Voilà. Avec son fils. Voilà, qui est à la fois une fiction parce qu'elle recrée la période de sa séparation à Los Angeles, voilà, mais à la fois c'est son fils qui joue dedans. Bon, tout ce cinéma qui mélange comme ça. Je dois avouer qu'à chaque fois il y a quelque chose qui me bouleverse. Donc je dirais Agnès Varda, dans un côté très austère et très à l'extrême. Il y a Alain Cavalier, beaucoup dont j'ai découvert les films qui sont parfois. Le type arrive à te faire pleurer en filmant une cafetière. Enfin, donc ça c'est dans la veine vraiment très documentaire, mais voilà. Puis après de l'autre côté, voilà, j'étais impressionnée par le film de mon ami Eric Caravaca qui s'appelait Carré 35. Enfin, voilà, il y a des films qui m'ont donné la certitude que l'histoire documentaire presque pouvait être aussi bouleversante qu'un mélo de fiction. Enfin, qu'on pouvait faire ça en mélangeant les gens, par exemple. Moi, je suis extrêmement bouleversé par ton film. En fait, ma question, c'est de savoir ce que Richard a dit. C'est François ? Ouais. Salut François. Salut Roman. François est un immense acteur. Voilà, il est là. Merci. Ouais, je suis très bouleversé. Et il a dit quoi, Richard, après avoir vu le film? Alors, comme ça, je peux remercier François en vrai. Parce que François, d'abord, en plus d'être un magnifique acteur, j'ai beaucoup, pendant le film, j'ai beaucoup cherché, toute cette construction d'images, de voix off, ça s'est fait aussi au montage et tout ça. Et à un moment donné où je cherchais comment faire exister la voix off dans le film, les voix off, il y a eu plusieurs possibilités. Et à un moment donné, bon, dans le film, il y a un long texte qui est lu, qu'avait lu Maurice à l'enterrement de ma mère, sur la photo de Maurice et Maggie, et je cherchais une voix d'homme, et si François avait la gentillesse, la beauté, la magnificence de m'envoyer sa voix, que j'avais reçue en salle de montage, que j'ai gardé longtemps sur les images, et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à faire revivre quand même les morts avec des autres voix que la mienne, finalement. Même j'avais essayé de trouver une voix pour toutes les lettres de Maggie, une autre personne, une femme. Donc il y avait François qui avait posé sa voix, et puis des amis aussi. Et en fait, à un moment donné, c'était trop difficile de faire croire à la... et donc ma voix, finalement, est devenue la voix... Mais merci pour ça, mon François. Richard, il a vu le film il y a très peu de temps. Je dirais un peu pareil qu'après le scénario, ils étaient très émus. Il m'a dit... mais il n'a pas... Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça ne va pas déclencher une discussion. Je crois qu'on est des taiseux pour l'éternité là-dessus, et qu'on se parle par objet interposé presque. Il n'a pas dit « Oh, comme ça m'a bouleversé de revoir les images du ping-pong ». Non, il m'a dit ce qu'était le film pour lui. Alors il a employé des mots, il a dit que c'était un film livresque, c'est vrai. Il a dit que c'était un film joyeux. Qu'il était un peu bouleversé, mais voilà, on n'est pas... Voilà, il a dit quelques mots, mais je sens, il m'appelle tous les jours pour savoir comment ça se passe dans les salles, il est très derrière le film, mais ça ne passe pas par... comme dans un western, tout d'un coup, la grande confrontation, c'est fait, en fait. C'est fait à travers le film, quelque part. Oui, moi je voulais dire aussi que, en parlant de joyeux, le générique de fin met beaucoup de joie, je trouve, et je voulais savoir comment était venue l'idée, et du coup c'est parce que le sujet est quand même assez lourd, oui. Et que du coup c'est vraiment bien de voir ça à la fin, pour plein de raisons. Et puis après, merci pour ce film, parce que c'est des résonances en chacun de nous, comme tu disais au début. Qu'on ait vécu la même chose ou pas, il y a toujours une résonance. Voilà, merci pour tout. C'est moi qui vous remercie. Alors, mon générique de fin de ma bataille, pour vous dire la vérité, le personnage de Raoul était présent beaucoup plus dans le film et de manière beaucoup plus régulière dans le film. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de scènes. Vous avez échappé à la poursuite avec la mouche géante. Il y avait beaucoup de trucs, et qui étaient très tissés dans le film. Quand on est arrivé au montage,
ça ne marchait pas. C'était trop détonnant avec le reste du film et tout ça. Et pour moi, ça a été un deuil impossible à faire. C'est-à-dire que j'ai coupé énormément de choses au montage qui m'importaient peu parce que je me disais que c'était pour le bien du film. Et donc j'avais pas de mal à couper des images de mon film. J'ai été à la serre, on a entièrement reconstruit le film au montage, tout ça. Mais ça, Raoul, c'était pas possible. Pas seulement parce que c'est mon fils. Alors j'ai un bonheur immense et aujourd'hui quand je regarde le film, je suis tellement heureuse d'avoir emprisonné quelque part les derniers moments de sa petite enfance, parce qu'il a déjà tellement changé. Donc ça c'est à titre personnel. Mais c'était pas que ça, c'est que pour moi, c'est le personnage, c'est l'héritier. C'est le dépositaire, enfin, c'est à lui quelque part que je dépose ce récit. Comme on laissera tous des choses à nos enfants, moi j'ai déposé un film qui lui raconte son histoire. Donc il est l'aventurier qui récupère ce récit. Et aussi il est l'enfance dans le film. Et donc pour moi, faire disparaître Raoul du film, c'était impossible. Et ça a été des nuits entières de montage. Parce que du coup, s'il n'était plus dans le film, bon, il y a la scène du milieu où c'est lui qui démarre l'enquête. Et avec ma monteuse, on est passé par des... C'était épouvantable. C'était un de mes pires combats. Parce que ça marchait très bien sans Raoul, le film. Un jour, j'ai dit, vas-y, montre-moi, fais le film sans Raoul. Et donc, on a enlevé toutes les scènes de Raoul et ça marchait très bien. C'est-à-dire, c'était évident que le dialogue entre Clémentine et moi marchait tout le temps. Donc, il n'y avait plus rien pour... Et donc, bon, ça marchait, mais moi, vraiment, j'ai coupé peut-être, je sais pas, 45 minutes d'autres choses. Mais ça, c'était pas possible. Et d'humour, et un peu d'air, légèreté, et de transmission, vraiment. C'est ça la profondeur de ce personnage. Je lui transmets cette histoire, et à la fin, quelque part, il a assez de force pour remonter dans son village, le village d'origine un peu fantasmé, ce Vietnam d'où ma mère a été arrachée. Et ben, c'est ce petit garçon qui remonte jusqu'à la source parce qu'il a assez, finalement, de l'histoire qui vient de lui être racontée. Et donc Raoul devait souvent m'entendre parler au téléphone avec ma monteuse, et un jour il m'a dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, tu sais maman, j'ai peur que mes scènes fassent tâche dans le film. Il avait tellement raison. Et moi je ne dis pas du tout, pourquoi tu dis ça? Je voulais pas, je refusais, mais c'était le combat que j'étais en train de mener au montage. Et je me suis dit, mais c'est drôle qu'il ait résumé ça comme ça, c'est exactement ça. Et il a dit, bah tu sais, tu devrais faire comme dans les Marvel, il y a toujours une surprise à la fin. C'est dingue. Et j'ai été au montage avec ma monteuse et j'ai dit, viens, on prend les images qu'on préfère, on met la musique Hollywood à bloc à la fin et ça, et on se fait un mini-film de ce voyage initiatique, quoi. Et on le met à la fin. Alors moi, bon, bah, j'étais sauvée parce que quelque part, c'était pas la quantité qui m'importait, c'était le fait que c'est lui qui ouvre l'enquête dans le film quand il se transforme en détective, et on le retrouve maintenant à la fin pour clore ce voyage. Et après, ça a été discuté aussi par mes producteurs, mais qui sont des producteurs merveilleux qui là, pour le coup, sur cette chose-là, vraiment m'ont laissé le choix. Ils étaient un peu décontenancés par ce générique de fin. Et ma productrice m'a dit, c'est ton choix. Toi, tu laisses les gens sur, si jamais ça arrive, et on l'espérait, l'émotion de la fin, de l'histoire, qui est le portrait de Marguerite. Parce que là, elle m'a dit, quand même, tu les enlèves un peu, tu les arraches un peu à l'émotion qu'ils pourraient ressentir à ce moment-là. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, moi, je veux cette fin, absolument. C'est pour moi ça la vraie émotion de la fin. Donc ils ont été merveilleux, ils m'ont dit, c'est toi, là, vraiment, c'est... Et même très peu de temps après, ma productrice s'est mise à adorer cette fin, mais elle m'a dit, on avait eu tellement raison de la laisser. Voilà, sans ça, c'était pas tout à fait mon film. Donc j'ai préféré risquer de rater la fin de mon film que de l'enlever. Merci Romane pour votre beau film, merci. plein d'émotions. Comment avez-vous fait pour tourner la scène de la petite fille consolatrice de sa mère qui veut tout casser dans le restaurant pour boire de l'alcool? Alors, pour moi, c'était une des scènes centrales du film. D'abord parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ça, de l'alcool chez les adultes, et que j'avais envie vraiment de raconter ça. Alors, Clémentine en a souffert énormément aussi,
Et moi, j'en ai souffert énormément. C'est quelque chose qui m'a vraiment... Ces moments d'insécurité quand on est enfant, qu'on ne sait pas comment on va tourner cette soirée, cette fragilité permanente. Enfin, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est très inscrit en moi et qui est... Donc c'était une scène très 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 importante pour moi. Avec la peur, c'est très difficile, je trouve, l'alcool à représenter au cinéma, la souffrance de ça. Donc bon, on savait que c'était pas un enjeu, enfin on savait que c'était difficile. Et donc bon, on est parti sur la Cadaqués, on a trouvé ce bar. Et je savais que pour Eva aussi, c'était une scène qu'elle attendait, redoutait non, parce qu'on se parlait tellement, et j'avais tellement confiance en nous et en elle, pas redouter, mais enfin disons qu'on savait que c'était une scène très très importante dans le film. Et puis la petite, je lui avais souvent dit, si on est le plus pédagogue possible, mais je lui avais souvent dit que rien ne la concernait elle directement, mais que moi je lui confiais vraiment l'enfant que j'avais été, et que c'est ça qu'elle racontait, donc elle savait que quelque part c'était moi qu'elle emmenait avec elle, donc voilà, on parlait beaucoup et très magnifiquement avec Eva et la petite, tout ça, donc déjà ça on avait un rapport magnifique. Oui, mais c'est vrai qu'on attendait tous cette scène. Comment dire, j'ai fait en sorte qu'il y ait très peu de découpage à l'image, c'est-à-dire qu'on puisse suivre Eva sur toute une prise sans jamais l'interrompre. J'ai fait pareil pour la petite, c'est-à-dire que j'avais dit à mon chef opérateur, on va faire une ou deux prises entièrement sur Eva, et puis une ou deux prises entièrement sur l'enfant, et pas de chant, de contre-chant qu'il faut remettre en place et tout ça. Donc, on s'est lancé dans cette scène et j'avais dit voilà, pas de découpage excessif pour que vraiment on respecte la progression de la scène aussi. C'est-à-dire que j'avais envie que ça soit une scène longue aussi, parce que vraiment dans la vraie vie, c'est des moments comme ça qui s'étirent un peu, puis on ne sait pas tout à fait, on sent que ça va basculer, mais ça dure, c'est long. C'est un peu dangereux, donc j'avais envie de restituer cette longueur, quoi, voilà, et en fait ça a été beaucoup moins, comment dire, difficile que on avait imaginé, parce que voilà, Eva s'est lancée et la petite... Non, ce qui a été très surprenant et beau, et c'est que moi j'avais dans ma cinématographie, dans des admirations pour des films sur les enfants. Je me suis dit, comment on fait pour faire ça à un enfant, genre Paulette de Doyon, où moi j'ai rarement vu un enfant jouer comme ça dans un film. Donc j'avais écrit cette scène, l'enfant pleurait beaucoup plus, s'accrochait à sa maman pour essayer de l'arrêter, enfin la scène était beaucoup plus chargée. Et donc on a fait la première prise on a commencé sur Eva, je crois, voilà. Et la prise sur Liliane, la petite, est arrivée, et donc il y avait ces choses écrites où elle pleurait pas mal, et où elle a arraché ça. Et donc j'ai fait une première prise, et Liliane n'a pas du tout fait ça. Enfin, pas du tout, elle a fait autrement, disons. Donc pas de larmes, par exemple, et je lui avais dit, accroche Eva quand elle va au bar, elle ne l'a pas fait. Et je me suis rendu compte de ma limite, ou alors c'est que Liliane m'avait déjà donné absolument ce que j'avais besoin. Je me suis dit, je suis incapable de demander à cet enfant d'aller plus loin, ou de pleurer. Et pourtant, on avait sur le tournage ce qu'on appelle une coach d'enfant, une femme formidable. Elles auraient sans doute pu travailler ensemble là-dessus. Enfin, Liliane était très entourée et comprenait très bien. Mais je me suis dit, je ne sais pas faire, je ne peux pas aller plus loin. Et pourquoi faire? Et Liliane a inventé aussi la scène dans le sens où elle n'est pas du tout comme j'avais imaginé. Elle a des grands yeux, on dirait même qu'elle sourit à un moment donné, comme quand on est très très gêné. Elle ne pleure pas du tout. Et en fait, elle a fabriqué aussi la scène. Elle a vraiment imprimé. Et je ne sais pas comment la remercier aujourd'hui, parce que c'est tellement mieux, sans dialogue, sans larmes. La seule phrase qu'elle répète 3 fois, elle dit « on peut remonter maintenant ». Elle a répété ça 3 fois pendant la scène. C'est même les seules phrases qu'elle prononce dans le film.
Et quelque part, c'est venu de la personnalité de Liliane. Et dès la deuxième prise, je me suis dit, mais enfin, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Ses yeux grands comme ça, ce petit sourire. Parce que j'ai été surprise qu'elle réagisse comme ça. Elle était gênée, je crois même qu'elle était gênée du tournage et tout ça. Et je la remercie tellement dans mon cœur, parce que en fait, ça suffit tellement. En fait, on voit à travers ses yeux comme si elle était un écran. Enfin, elle laisse rentrer justement par sa. Et donc voilà, c'est la scène de Liliane. Je voulais que vous parliez de cette extraordinaire actrice qui s'appelle Eva. Vous la connaissez depuis combien de temps? Que fait-elle? Et comment avez-vous travaillé avec elle? Eh bien, alors voilà, je suis vraiment pas croyante et très peu liée à ma spiritualité. Voilà, je ne crois pas en grand-chose, mais quand j'ai fait ce film, à plusieurs moments, je suis obligée de dire des signes qui m'ont été envoyés, que je devais faire ce film maintenant et comment je devais le faire. Quelquefois, des petits signes. Je suis obligée de le dire parce que c'est comme ça que c'est arrivé, donc je ne sais pas à quel sens leur donner. Mais... Donc en fait, quand le scénario a été fini, qu'on a lancé le film et tout ça, on s'est posé très vite la question de qui allait jouer Dominique Laffin. Donc j'ai engagé une très merveilleuse directrice de casting. Et moi, je n'avais pas du tout fait de casting, par exemple, sur L'Amour flou, puisque tous les comédiens, je les connaissais, et ça. C'est la première fois que j'avais une casting professionnelle, disons, avec... voilà. Et donc, on a commencé comme ça, donc comment ça se passe. Ma casting arrive et me montre 56 photos de comédiennes, plus ou moins, de l'âge. Et il y avait un côté qui m'angoissait tellement dans ce choix, dans ce truc auquel on doit faire appel, bien sûr, de temps en temps, mais sur L'Amour flou, j'ai tellement eu de miracles, de tourner avec des acteurs que je connais, des amis, des non-acteurs, ma famille, je sais pas, je n'étais pas très habituée à ce truc du casting. Et donc, il y avait tellement de photos, de possibilités, tellement de femmes, filles merveilleuses, des collègues en plus, donc moi je me disais, qu'est-ce que choisir, décider, c'était un truc, ça m'angoissait tellement. Et dans ma tête, donc on a commencé quand même à trier des photos et tout ça, et dans ma tête, je me disais, mais moi, je voudrais qu'il se passe une apparition. Mais vraiment, dans ma tête, je me disais, des fois, il y a quand même de la magie, qu'est-ce que je voudrais, l'évidence, et j'arrêtais pas de penser à ça dans ma tête, je pensais beaucoup à Béatrice Dalle quand elle a commencé à faire du cinéma. Elle est apparue, un jour elle est apparue, et personne n'était comme elle, et personne ne serait plus comme elle après, c'était vraiment une apparition. Donc je disais, un jour il y a une Béatrice Dalle comme ça, elle est apparue, et voilà. Et donc, je commençais ce casting, j'avais pas encore vu de gens et ça. Et un jour je jouais au théâtre, et je buvais un verre à Paris, à 2h du matin, et je vous jure, c'est tellement vrai. Et il y a cette jeune femme est passée à l'atelier à Montmartre. Donc, cette jeune femme est passée dans la nuit. Elle avait une jupe courte en cuir, des collants un peu déchirés. Elle était un peu ivre, donc elle titubait. Elle avait ses cheveux noirs dressés sur la tête. Et c'est surtout qu'elle était le portrait de ma mère. C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait autant à ma mère, ou en tout cas les photos que j'en ai, même jusqu'aux vêtements, cette silhouette. Et j'étais sidérée. Et donc, en même temps, j'étais bien avancée parce que moi, je ne cherchais pas du tout ma mère, je cherchais Dominique. Parce que j'avais toujours su qu'on ne verrait jamais ma mère dans le film, qu'on verrait que des morceaux d'épaule. Mais donc, j'ai arrêté cette jeune femme dans la rue et je lui ai demandé qui elle était. Elle m'a dit, je m'appelle Eva, j'ai 22 ans. Elle me dit, je suis comédienne. Autre signe, petit signe. Elle me dit, mais j'ai encore presque rien fait, je fais du mannequin en attendant, mais j'ai fait un tout petit rôle dans le film de Reda Kateb avec Philippe Rebaud. Je dis, Philippe Rebaud, c'est le père de mes enfants. Elle ne savait pas. Donc, et puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé son Instagram, je me suis dit, est-ce qu'elle pourrait quand même ressembler à Dominique? Alors j'ai quand même trouvé qu'elle avait un visage un peu poupin comme Dominique, la rondeur, les cheveux, on s'est dit, si on lui fait un peu une coucade, pourquoi pas? Et elle a passé, on a fait une espèce de séance de travail, quoi, de d'essai, quoi. C'était elle a tout emporté. Et elle a fait quelque chose que je n'avais jamais décidé moi-même dans le scénario. Donc je me suis rendu compte en parlant avec les spectateurs ces derniers jours
il y a plein de spectateurs qui me disent, à un moment donné, on ne sait plus très bien si elle est Dominique ou si c'est vos souvenirs à vous. Et en fait, j'aurais tellement aimé avoir cette idée intellectuelle au scénario que la même personne incarnerait les deux mères, mais c'est vraiment pas moi. C'est parce que elle a fait Dominique, comme elle était là quelque part. Dans l'enchaînement, j'ai toujours dit, bah, tu seras aussi le corps de Marguerite, dans les scènes où on ne la voit pas. Ça a changé aussi là, le physique de la petite. Nous, on cherchait plutôt une blonde aux yeux bleus pour qu'elle ressemble à Clémentine. Quand on a eu Eva, on s'est dit, non, c'est pas possible. Donc on a vraiment transformé la recherche de la petite. Et elles sont devenues un couple comme ça, qu'on fusionne, en fait, qui mélange nos 4 souvenirs. Et ça, c'est le miracle de la rencontre d'Eva. Et je ne l'avais pas écrit comme ça. Et c'est aussi le miracle des films qui, parfois, on les fait, mais parfois, ils se font aussi eux-mêmes. C'est peut-être indiscret comme question, mais votre fille n'a pas eu envie de participer, elle aussi, au film? Bah, ma fille a 16 ans, oui. Et elle m'a dit, plus jamais. D'accord. Pour la transmission, justement... non, elle a refusé, absolument. Elle a refusé. Oui. Elle a 16 ans, elle est au lycée. Je crois qu'elle était très heureuse quand elle a fait l'amour flou, mais que les gens l'ont un peu embêtée après, tout ça. Enfin, et elle, vraiment, là, je n'ai pas du tout envie de se faire remarquer. Donc elle m'a dit... Donc c'est vraiment un choix de sa part de pas... Voilà, après j'ai fait une version du scénario où toutes les scènes où elle était, elle avait un sac sur la tête. Je lui ai dit, mais regarde, on ne te verra jamais. Je mettais des masques ou un sac, refusé. Et elle a quand même accepté, donc elle est quand même dans le film pour moi. Au début, je fais une tresse à un moment donné, et c'est à elle que je fais une tresse. Donc pour moi, l'honneur est sauf, elle est dans mon film. C'est un film joyeux aussi parce qu'il y a la notion d'une réconciliation, une indulgence vis-à-vis des mères. Hein, les filles se réconcilient avec leur maman quelque part. J'ai aimé aussi le titre où on ne sait pas bien si Dites-lui que je l'aime, au départ c'est adressé aux filles, mais on se dit que les filles peut-être disent aussi leur amour pour leur maman. Je pense que c'est un très beau film d'amour maternel pour la maman. Et puis le rôle aussi de l'analyste, l'analyse qui peut-être amène cette réconciliation peut-être plus facilement. Bah oui, le rôle de la psychanalyste, c'est à la fois un mélange de cette véritable psychanalyste que j'ai eue moi, qui était une femme absolument formidable, qui m'a beaucoup aidée, par à coup. Je n'étais pas non plus une fondue de la psychanalyse, j'en avais pas fait 27 ans, mais j'allais la voir des fois quand j'avais besoin, envie, et c'était une femme formidable. Et c'est aussi un mélange de mon co-scénariste, parce que j'ai beaucoup refusé d'écrire cette version du scénario à un moment donné, comme je voulais faire une fiction au début. J'ai beaucoup résisté, et mon co-scénariste m'a énormément accouché, hein, vraiment, je pourrais dire. Il m'a... Donc ce personnage est un mélange de tous ces gens qu'on rencontre dans la vie et qui des fois vous aident à y voir plus clair, quoi. Et voilà, et j'ai vraiment été prise par la main par certaines personnes à certains moments de ce projet. Et aussi cette Florence, elle s'appelait, cette psychanalyste, m'avait dit cette phrase lors d'une séance qui a vraiment guidé mon film et que j'ai retrouvé beaucoup dans le livre de Clémentine, qui peut paraître une phrase d'une grande banalité, mais que moi je n'avais jamais entendue et qui m'est apparue comme une révélation vraiment. Un jour elle m'avait dit, vous savez Romane, il faut aller consoler l'enfant qui est en vous. Et ça peut paraître... bon, moi, le jour où elle m'a dit ça, j'ai visualisé, presque géographiquement, que j'avais effectivement laissé quelque part très très loin un enfant. Alors comme ça fait mélo à mort et tout ça, mais en vrai, c'était très fort. J'ai réalisé que j'avais laissé très très loin sans doute quelqu'un qui n'était pas consolé, à qui on n'avait pas donné de réponse et qui n'avait pas trouvé la fin de son récit. Et quelque part, ça a été une quête, c'est la quête du film. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui irrigue le film. Et c'était très présent aussi dans le livre de Clémentine. C'est sans doute pour ça qu'il m'a rejoint immédiatement, ce livre. Mais voilà, donc ce personnage de psychothérapeute a beaucoup compté même dans ma vraie vie. Et c'est ma grande amie Josiane Solereux qui a eu cette mission. Bonsoir Romane. Bonsoir. Je vous remercie, c'est vraiment un film fabuleux. Je vous remercie. Qui a énormément fait écho chez moi.
Je suis désolée, je suis très émue. Mais non, mais- Parce que justement, ce film a fait vraiment écho chez moi. Et puis parce que je vous rencontre, hein, je suis la troisième à avoir voulu ça énormément. Déjà, je voulais féliciter Raoul, qui est très doué pour le kung-fu. Oui. Et qui ressemble beaucoup à sa grand-mère. Il ressemble tellement à sa grand-mère, c'est fou, c'est C'est vrai. impressionnant. Ouais. En fait, moi j'ai recherché ma mère, pas physiquement, puisque moi, ma mère, c'est elle qui m'a élevée, seule. Mais bon, elle avait un problème d'alcool également. Et en fait, j'ai toujours cherché ma mère dans son intention, dans son attention envers moi, pardon, et dans son affection. Et il m'a fallu, là, alors, des années pour comprendre, pour pardonner. Et j'ai trouvé, mais c'est très personnel, que la manière dont vous parliez de votre maman était déjà un peu plus... Enfin, j'avais l'impression que vous paraissiez un peu moins déçu d'elle que Madame Autain à la lecture de son livre. Oui. Et que finalement, vous étiez peut-être déjà peut-être dans un pardon, dans l'acceptation, en fait, de la relation qu'elle avait eue avec vous, et qu'à l'issue peut-être du livre, Madame Autain avait eu également ce même pardon, cette même acceptation. Je voulais savoir du coup si c'était le cas, si vraiment déjà vous étiez en paix avec ça, avec cette relation. Alors, non, je crois qu'au contraire, j'avais vraiment les mêmes sensations et le même dégoût, hein, on parle de ça, de dégoût, de rejet, que Clémentine. Non, je pense que ce n'est vraiment tellement jumeaux comme sentiment, sauf que, comme elle l'a écrit quelque part, en fait, je ne voulais pas redire les choses dans le film, donc tout ce qu'elle dit à un moment donné dans le film, c'est moi aussi. Donc dès la première chose, quand elle parle de cette scène à la gare, où elle dit qu'elle a transporté sa maman sur un chariot, qu'à l'intérieur il y avait du dégoût, de la honte, en fait c'est déjà moi qui parle, donc je n'allais pas doubler ça pour redire moi derrière. Donc je dirais qu'on part du même endroit de rejet, enfin voilà. Ce qu'il y a, c'est que, et j'avais déjà, en fait presque en moi, toutes les pièces j'avais déjà l'amour en moi, quelque part. Bien sûr, parce que j'ai mon âge, parce que quand même... mais en fait, c'est le récit de Clémentine qui, comme elle a fait le boulot avant moi, a permis d'aller chercher les bouts en moi. C'est-à-dire que... Et j'ai même écrit le scénario comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que Clémentine avait une réponse dans son livre ou trouvait quelque chose et de ça, avec Gabor, mon co-scénariste, il me demandait « Mais toi, t'as trouvé ça ? T'as été voir là ?» Et donc, ça fonctionnait un peu comme vraiment, même à l'écriture, comme un miroir. C'est-à-dire, c'était quand toi, t'étais aussi en colère que Clémentine est là. Alors là, moi aussi, c'est de la gare, mais autrement, parce qu'elle a raté son train. Okay. Et toi, c'est de la cuisine, c'était pareil. Donc, on mettait de ça. Puis, après, elle disait, mais toi, t'as déjà trouvé quelqu'un qui t'a dit du bien ou quelque chose qui pourrait... Et c'est un peu vrai ce que je dis dans le film. C'est en écrivant le scénario, par exemple, que je me suis souvenu, parce que j'avais complètement enterré comme de cette chose que j'ai dit, que c'est vrai, un jour mon père m'a dit, que juste avant de mourir, elle avait dit cette phrase, c'est ma fille. J'avais totalement laissé cette phrase de côté. Mon père étant un grand poète, je pensais qu'il allait affabuler pour me faire, voilà, mais en fait, je pense que c'est vrai. Il ne m'a jamais menti, finalement, les choses qu'il m'a dites sont avérées, toujours vraies. Donc c'est... parce Clémentine avait fait le chemin, donc tout ça était sans doute présent en moi, et j'ai remonté le fil dans l'ordre, là, quand le livre de Clémentine appelait des réponses. Oui, du coup, c'est là où que finalement, ça vous a permis peut-être de terminer votre deuil de cette déception, de ce ressenti face à votre maman
Je vais enchaîner du coup avec d'autres questions parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, excusez-moi. Je voulais savoir, avant ce film, est-ce que vous aviez entrepris des recherches pour avoir certaines réponses ou c'est vraiment la lecture du livre qui a tout enchaîné? Et alors si c'est le cas, pourquoi si tard? C'est uniquement par pudeur? En fait, j'ai vraiment fait. Là, j'ai résumé un peu dans le film quand la psy me dit tout le temps arrêtez de dire je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin, j'ai résumé une part de ma personnalité, de mon rapport à cette histoire. J'ai vraiment passé 30 ans à faire des va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où j'ai eu envie. Et j'ai le sac avec moi, par exemple, depuis 20 ans. Je l'ai ouvert parfois. Et puis, c'est vrai, me prenait à chaque fois une fatigue émotionnelle. Je dirais, j'avais très envie, j'étais dans une excitation tout d'un coup. Et puis, 1 heure après, elle me prenait un mouton, mais j'étais pas prête, je sais pas, j'ai rencontré des gens, par exemple l'antiquaire que vous voyez dans le film, je l'ai rencontré il y a quelques années par un hasard inouï, en rentrant dans une boutique vraiment. Quand elle m'a dit j'ai bien connu votre maman et tout ça, dans la minute je lui ai dit oh là là mais c'est extraordinaire, mais je veux tellement que vous me racontiez, je reviens demain à 9h, c'est la plus belle rencontre, je serai là à 9h, en y croyant complètement. Le soir se passe et tout ça, et un recul en moi, et je ne suis jamais retournée, et même je faisais des détours insensés, je passais comme ça devant la boutique, j'avais peur qu'elle me parle, un espèce d'envie recul sans arrêt, 30 ans de ça. Donc plein de... Et c'est vrai que Philippe, quand j'écris des scénarios, je dis bah, c'est pas l'heure. Et ça, 30 ans de ça, et puis tout d'un coup par l'objet cinématographique aussi, je dois avouer. C'est le fait d'en faire un film qui m'a donné toutes les forces. J'étais tellement, je sais pas, prise par le fait de fabriquer cet objet insensé, qu'on se dissocie un peu, du coup on n'est plus tout à fait soi, on le fait plus tout à fait pour soi. On le fait pour le cinéma, ça paraît fou, mais et là on dépasse tout, et le livre de Clémentine, paf, le début d'écriture, et là par contre pendant l'écriture, aller voir les gens, retrouver cet antiquaire qui avait fermé depuis. Il n'y avait plus rien, j'avais perdu un temps fou, des gens sont morts par exemple, enfin, que j'avais perdu ou pas perdu, mais c'est comme ça, c'était le moment. Et c'est vraiment pendant le scénario que des fois on s'arrêtait d'écrire avec Gabor pour repartir prendre des trains, aller découvrir ses bonnes sœurs, les gens que vous voyez dans le film. C'est ma manière de parler, c'est le fait d'en faire un film qui m'a donné peut-être la... Oui, du coup c'était pas vraiment pour moi, j'avais la passion de cette histoire, quoi, et d'arriver à faire du cinéma, donc ça m'a fait me dépasser, quoi. Vous avez parlé de signes oui. Plusieurs fois dans le film, et quand on apprend que votre maman a eu le VIH, oui. Voilà, la caméra était sur vous et moi j'ai pensé aux nuits fauves. Voilà, d'accord. C'est-à-dire que moi je m'en suis rendu compte très tard, j'ai appris ça très tardivement sur ma maman. Et je n'en suis pas revenue, en fait, que mon premier film à 17 ans était Les Nuits Fauves. Je dois avouer que moi-même, j'étais totalement sidérée, parce que j'ai appris ça très tard. C'est venu vraiment dans le flot de ce que les gens disent pas. Tout d'un coup, quelqu'un m'a dit mais tu sais, ta mère, elle avait le sida. Les gens sont des fois très... et donc, j'en suis pas revenue, à vrai dire. Moi-même, à 17 ans, que mon premier film de cinéma soit ce film fou qui parlait de cette maladie à l'époque, moi-même, je me répète, mais moi-même, je ne peux pas, m'empêcher de voir, je ne sais pas. Moi, je finis sur un très joli signe, je raconte cette histoire parce que c'est... Il y en a un autre, c'est minuscule, c'est très anecdotique, mais je ne suis pas revenue. Ma fille s'énervait toujours après moi parce que je n'en revenais jamais de rien. Je disais toujours, ah bon, j'arrivais pas du tout à faire les liens entre les trucs. Dans le film, j'ai tourné la scène où Raoul est allongé à la fin. On ne tourne pas dans l'ordre, évidemment. Donc avant une autre scène. Donc quand j'ai tourné la scène de Raoul par terre, je ne sais pas pourquoi, j'avais dit à
à la chef d'éco, je lui avais dit moi, je voudrais qu'il ait un petit papillon sur l'épaule. Et elle me dit, un papillon, c'est compliqué, faut appeler un dresseur de papillons, enfin, on était un peu emmerdés. Voilà. Et je lui dis, je m'en fous complètement, s'il est en papier, ça me va très bien, comme dans un film un peu naïf. Donc voilà, on a trouvé les 2 papillons, on les a posés sur le bras de Raoul. Voilà, on tourne cette scène, on était trop contents avec mes papillons. Et voilà, bien plus tard dans le tournage, on tourne la scène de l'antiquaire qui est filmée de dos. Et donc cette femme était OK pour que je la filme, mais elle ne voulait pas qu'on voit son visage. Et elle m'avait dit, c'est moi qui ai écrit mon texte, je veux dire ce que j'ai envie de dire sur Marguerite. Voilà, c'est exactement le but de ce film. Et donc elle dit, à un moment donné, en parlant de Marguerite, elle dit, on ne savait pas vraiment où elle vivait. Elle venait comme elle venait comme un papillon se poser là où la fleur lui semblait belle. Et un jour, j'ai monté le film en entier. Je ne m'étais absolument pas rendu compte de ça. C'est dans les premières fois où j'ai vu le film... Et tout d'un coup, je vois la antiquaire qui dit ça, elle venait se poser comme un papillon, là où la fleur lui semblait belle. Je finis le film, le plan remonte et je vois le papillon posé sur mon fils. Je peux vous dire que... Bah oui. Ouais, il y a plus rien à dire, c'est super.